Le Guet des Orfèvres est le 15e tome des Annales du Disque-Monde de Terry Pratchett. J'avais enregistré la lecture intégrale de ce roman en 2017 et je souhaite aujourd'hui la partager à davantage de personnes. Le roman est composé de multiples parties qui ne sont pas véritablement des chapitres et qui peuvent faire de quelques lignes à plusieurs dizaines de pages. À l'époque, j'avais enregistré chacune de ces parties d'une traite. Je n'ai pas souhaité retravailler le montage, il y aura donc des petites reprises dans certains paragraphes. Pour indiquer le passage d'une partie à la suivante, vous pourrez entendre ce bruit de cloche. Je vous remercie d'avance pour votre bienveillance. Bonne écoute! Angua écoutait hurler les autres chiens et songeait aux loups. Elle avait plusieurs fois couru en bande et connaissait les loups. Ces chiens-là n'avaient rien à voir avec eux. Les loups étaient dans l'ensemble des bêtes pacifiques et plutôt simples. À bien y réfléchir, le chef de la bande rappelait Carotte. Le caporal s'intégrait à la ville de la même manière que le loup s'intégrait aux forêts en altitude. Les chiens avaient une plus grande intelligence que les loups. Les loups n'en avaient pas besoin. Ils bénéficiaient d'autres atouts. Mais les chiens, c'est l'homme qui leur avait donné l'intelligence, que ça leur plaise ou non. Ils étaient sûrement plus mauvais que les loups. Ça aussi, ils l'avaient hérité de l'homme. Gros Fido modelait sa meute de chiens errants à l'image qu'un ignorant se fait d'une bande de loups. Une espèce de machine à tuer à poil. Angua jeta un coup d'œil circulaire. De grands chiens, de petits chiens, des gros, des maigres. Tous fixaient le regard brillant, le caniche qui leur parlait. De la destinée, de la discipline, de la supériorité naturelle de l'espèce canine. Des loups. Seulement, Gros Fido avait des loups une vision que ne partageait pas Angua. Ils étaient plus grands, plus féroces, plus sages, les loups du rêve de Gros Fido. Les rois de la forêt, les terreurs de la nuit. Ils portaient des noms comme Croc-Vif ou Dos d'Argent. Ils étaient le modèle auquel tout chien devait aspirer de ressembler. Gros Fido avait bonne opinion d'Angua. Elle ressemblait beaucoup à un loup, avait-il affirmé. Tous écoutaient, en extase, un petit cabot qui pétait nerveusement en discourant et le rassurait que la taille naturelle pour un chien était beaucoup plus grande. Angua en aurait ri si elle n'avait pas douté de se sortir vivante de ce guêpier. Elle assista ensuite à ce qu'il advint d'un petit bâtard à l'allure de rat, accusé d'avoir couru chercher un bâton que 2 terriers traînèrent au centre du cercle. Même les loups ne réservent pas un tel sort à leurs congénères. Il n'existait pas de code de conduite chez les loups. Inutile. Ils n'avaient pas besoin de règles pour être eux-mêmes. L'exécution terminée, elle retrouva Gaspode, assis dans un coin, qui s'efforçait de passer inaperçu. « Ils vont nous courir après si on se sauve maintenant en douce ?» demanda-t-elle. « M'étonnerait, la réunion est terminée, tu vois. »« Viens alors. » Ils gagnèrent nonchalamment une ruelle, et dès qu'ils furent certains qu'on ne les avait pas remarqués, détalèrent à toute allure. « Grand Dieu !» fit Angua une fois qu'ils eurent mis plusieurs rues entre la meute de chiens et eux. « Il est fou, non ?»« Non, on est fou quand on a l'écume à la gueule, » rectifia Gaspode. « Lui, il est dément. Ça, c'est quand on a l'écume au cerveau. » Toutes ces histoires sur les loups. Un chien a bien le droit de rêver, j'imagine. Mais les loups sont pas comme ça. Ils portent même pas de nom. Tout le monde a un nom. Pas les loups. Pourquoi faire? Ils savent qui ils sont et ils connaissent le reste de la bande. C'est comme une image. Les odeurs, les sensations, les formes. Les loups n'ont même pas de mots pour désigner les loups. Ça ne se passe pas comme ça. Les noms, c'est une invention humaine. Les chiens ont des noms, eux. Moi j'ai un nom, Gaspode. C'est mon nom, fit Gaspode d'un air un brin renfrogné. Bon, je peux pas expliquer pourquoi, dit Angua, mais les loups n'en ont pas. La lune était haute à présent, dans un ciel aussi noir qu'une tasse de café pas franchement noire. Sa lumière transforma la ville en un réseau d'ombres et de lignes argentées. Autrefois, la tour de l'Art était le centre de la cité, mais les cités ont tendance à migrer doucement au fil du temps, et le centre d'Ankh-Morpork se trouvait désormais plusieurs centaines de mètres plus loin.
La tour continuait de dominer pourtant la ville. Sa forme sombre se dressait dans le ciel du soir et s'arrangeait pour paraître plus obscure qu'il n'aurait fallu. Presque plus personne ne regardait la tour de l'art parce qu'elle était toujours là. Ce n'était qu'un élément du décor. On s'attarde rarement sur un décor familier. Il y eut un cliquetis léger de métal sur de la pierre. L'espace d'un instant, un passant qui se serait trouvé près de la tour et aurait regardé exactement dans la bonne direction aurait eu l'impression qu'une tache d'ombre encore plus noire montait lentement mais inexorablement vers le sommet. L'espace d'un instant, le clair de lune se refléta sur un mince tube métallique en bandoulière dans le dos de la silhouette, laquelle, poursuivant son ascension, se fondit à nouveau dans les ténèbres. La fenêtre restait résolument fermée. « Mais elle la laisse toujours ouverte !» gémit Angois. « Elle a dû la fermer ce soir !» fit Gaspode. « Il y a des tas de gens bizarres à traîner. »« Mais elle connaît ça, les gens bizarres. La plupart logent chez elle. »« T'as plus qu'à te rechanger en humaine et casser le carreau. »« Mais je peux pas faire ça, je serais toute nue. »« Ben quoi, t'es toute nue en ce moment, non ? » « Mais je suis une louve, c'est pas pareil. J'ai jamais rien porté de toute ma vie. Moi, ça m'a jamais gêné. » Le guet, marmonna Angois. Il doit y avoir ce qu'il faut au guet. Au moins une cotte de maille de réserve, un drap, n'importe quoi. Et la porte ne ferme pas bien. Viens. Elle enfila la rue au petit trot, suivie d'un Gaspode pleurnichard. On chantait. « Merde alors, fit Gaspode, regarde-moi ça. » 4 agents du guet passèrent d'un pas lourd. 2 nains, 2 trolls. Angois reconnut Détritus. « Hop dé, hop dé. Sûr, vous êtes les recrues les plus mauvaises moi jamais vues. Me levez ses pieds. »« J'ai rien fait. »« Maintenant, tu fais quelque chose pour la première fois de ta vie affreuse, agent Frontaille. Vis en homme dans le guet. » L'escouade tourna au croisement suivant. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Angois. « Va savoir. Je pourrais en apprendre davantage si l'un d'eux s'arrêtait pour pisser. » Un petit attroupement entourait le poste du guet des Orfèvres, composé d'autres agents, aurait-on dit. Le sergent Colomb, debout sous une lampe tremblotante, griffonnait sur son bloc-notes et discutait avec un petit homme affublé d'une grosse moustache. « Et votre nom, monsieur ?»« Silas, jeune en masse. »« Vous étiez pas crieur public avant ?»« Exact. »« Bon. Donnez-lui son denier. Agent principal Bourricot ? Pour votre escouade. »« Qui c'est l'agent principal Bourricot ?» demanda Jeanne en masse. « En dessous, monsieur. » L'homme baissa les yeux. « Mais vous êtes un nain ! Un nain ! J'ai jamais... » « Mettez-vous au garde à vous quand vous vous adressez à un agent de grade supérieur, » brailla Bourricot. « Y a plus de nains, y a plus de trolls, y a plus d'humains dans le guet, voyez ?» dit Colomb. « Que des agents, voyez ? C'est ce que dit le caporal Carotte. Évidemment, si vous préférez faire partie de l'escouade de l'agent principal Détritus... »« J'aime beaucoup les nains, moi !» s'empressa d'affirmer Jeanne en masse. « Depuis toujours. Remarquez, y en a pas dans le guet !» ajouta-t-il après à peine une seconde de réflexion. « Vous apprenez vite. Vous allez faire du chemin dans cette armée d'hommes, » dit Bourricot. « M'étonnerait pas qu'un bâton de maréchal hiberne dans votre culotte. »« En un, arche, hop des, hop des. »« Ça fait le 5e volontaire, » dit Colomb au caporal Chicard, tandis que Bourricot et sa nouvelle recrue disparaissaient dans l'obscurité en martelant le pavé. Même le doyen de l'université a voulu s'engager. Incroyable. Angois regarda Gaspode qui haussa les épaules. « Détritus doit sûrement être en train de les mettre au pas à coups de gourdin, » reprit Colomb. « Au bout de 10 minutes, ils seront des pattes molles entre ses mains. »« Remarque, » ajouta-t-il, « au bout de 10 minutes, tout devient de la pâte molle entre les mains de ces types-là. » Il me rappelle le sergent instructeur qu'on avait quand je me suis engagé dans l'armée. « Une peau de vache, hein ?» fit Chicard en s'allumant une cigarette. « Une peau de vache ? Une peau de vache ? Ben merde ! 13 semaines de vrai martyr que c'était.
15 kilomètres de course à pince tous les matins, dans la merde jusqu'au cou la moitié du temps, et lui qui gueulait à tout bout de champ et nous injuriait pour un oui pour un non. Un coup, il m'a fait rester debout toute la nuit pour nettoyer les chiottes avec une brosse à dents. Il nous piquait avec un bâton pointu pour nous sortir du pieu. Nous forçait à sauter à travers des cerceaux. On pouvait pas le blairer. On lui serait rentré dans le lard si on avait eu assez de cran. Mais évidemment, personne n'a osé. Il nous en a fait baver pendant 3 mois. Mais, tu sais, après le défilé de promotion, quand on s'est tous regardés dans nos beaux uniformes et tout, qu'on était enfin de vrais soldats, qu'on voyait ce qu'on était devenus, ben, on l'a aperçu dans un bistrot et... Je peux ben te le dire à toi. Les chiens virent Colomb essuyer un soupçon de larmes. Jacquard le cogneur, Cochonou Patate et moi, on l'a attendu dans la ruelle et on lui a flanqué une putain de dérouillée. Mes phalanges ont mis 3 jours à guérir. Colomb se moucha. Le bon temps. Ça te dit un berlingot, Chicard? C'est pas de refus, Fred. Donne-en un au petit chien, dit Gaspode. Colomb obéit avant de se demander pourquoi. Tu vois, dit Gaspode en broyant le bonbon entre ses dents redoutables. Je suis brillant, brillant, je te dis. Tu ferais bien de prier pour que Gros Fido ne la prenne pas, dit Angois. Non, il me touchera pas. Je l'inquiète. J'ai le pouvoir. Il se gratta énergiquement une oreille. Écoute, t'es pas obligé de te retourner là-bas, on pourrait aller. Non. Ça m'arrive tout le temps, ça, se plaignit le chien. Tiens, v'là Gaspode, flanque-lui donc un bon coup de pied. Je croyais que tu avais une grande famille heureuse chez qui rentrer, fit Angois alors qu'elle poussait la porte. Hein? Oh oui, c'est vrai, se hâta de dire Gaspode. Oui, mais j'aime mon indépendance, quoi. Je pourrais tranquillement rentrer chez moi en moins de 2, parfaitement, et quand je veux. Angois gravit les marches d'un bond et ouvrit à coups de griffe la porte la plus proche. C'était la chambre de Carotte. Son odeur, une espèce de couleur rose dorée, la baignait entièrement. Le dessin d'une mine de nain était soigneusement punaisé à un mur. Un autre mur s'ornait d'une grande feuille de papier bon marché sur laquelle on avait minutieusement tracé au crayon, au prix de nombreuses ratures et bavures, un plan de la ville. Devant la fenêtre, là où un esprit consciencieux la placerait afin de profiter au maximum de la lumière disponible et d'éviter de gaspiller trop de bougies municipales, se dressait une petite table. Sur la table, quelques feuilles et un pot de crayon. Il y avait aussi un vieux fauteuil. Un morceau de papier plié calait un pied bancal. En dehors d'une malle à vêtements, c'était tout. La chambre rappelait celle de Vimer. Une chambre pour y dormir, non pour y vivre. Angois se demanda s'il existait vraiment des moments, au guet, où l'on n'était pas en service. Elle n'imaginait pas le sergent Colomb en vêtements civils. Quand on était agent du guet, on le restait en permanence. Plutôt une bonne affaire pour la ville, qui ne rétribuait que 10 heures par jour. D'accord, dit-elle. Je vais prendre un drap du lit. Tu fermes les yeux. Pourquoi? Fit Gaspode. Pour une question de décence. Gaspode eut l'air ébahi. Oh, j'y suis, fit-il enfin. Ouais, je vois ce que tu veux dire parfaitement. Oh là là, tu peux pas me laisser regarder une femme nue. Oh non. La reluquer. Ça me donnerait des idées. Dieu du ciel. Tu sais bien ce que je veux dire. Eh ben non. Eh ben non. Les machins, ça n'a jamais été ce qu'on pourrait appeler un machin de je sais pas quoi canin. Gaspode se gratta l'oreille. 2 variables métasyntaxiques dans la même phrase, pardon. Avec toi, c'est pas pareil. Tu sais ce que je suis. Et puis les chiens sont naturellement nus. Les hommes aussi. Angois se transforma. Les oreilles de Gaspode s'aplatirent sur son crâne. Malgré lui, il gémit. Angois s'étira. Tu sais ce qui est le pire, fit-elle, mes cheveux. J'ai un mal fou à les démêler. Et j'ai les pieds tout crottés. Elle arracha un drap au lit et s'enveloppa dans une toge improvisée. Là, dit-elle, on voit plus moche dans la rue tous les jours. Gaspode? Quoi? Tu peux ouvrir les yeux maintenant. Gaspode battit des paupières.
Angois était agréable à regarder sous ces deux aspects, mais les 2 ou 3 secondes qui les séparaient, comme la période de friture qui marque la transition d'une station radio à une autre, offraient un spectacle qu'on ne tenait pas à contempler le ventre plein. Je croyais que tu te roulais par terre dans tous les sens, en grognant, que des poils te poussaient partout et que tes membres s'allongeaient, geignit-il. Angois examina ses cheveux dans le miroir tant que durait encore sa vision nocturne. Pourquoi faire? Est-ce que tout ça, ça fait mal? C'est un peu comme un éternuement de tout le corps. Doit bien y avoir un peigne, non? Enfin quoi un peigne? Tout le monde en possède un. Un éternuement vraiment fort? Même une brosse à habits, ce serait déjà ça. Ils se pétrifièrent en entendant la porte s'ouvrir en grinçant. Carotte entra. Il ne les remarqua pas dans l'obscurité, mais se rendit péniblement à la table. Il y eut une lueur, suivie d'un relent de soufre, lorsqu'il gratta une allumette et alluma une bougie. Il ôta son casque, puis s'affaissa comme s'il laissait enfin un fardeau lui tomber sur les épaules. La jeune femme et le chien l'entendirent qui disait « Ça ne peut pas être ça !»« Quoi donc ?» demanda Angois. Carotte pivota d'un bloc. « Qu'est-ce que vous faites là ?»« On t'a volé ton uniforme pendant que t'espionnais à la guilde des assassins, » souffla Gaspode. « On m'a volé mon uniforme, » répéta Angois, « pendant que j'étais à la guilde des assassins, à espionner. » Carotte continuait de la fixer. Y avait un vieux type qui marmonnait tout le temps, continua-t-elle d'un ton de désespoir. Fait chier? Aiguille des millénaires et crevettes? Oui, c'est ça. Le vieux Ron l'infecte, soupira Carotte. Il l'a sans doute vendu pour boire. Mais je sais où il vit. Rappelez-moi d'aller lui causer quand j'aurai un moment. Faut pas que tu lui demandes ce qu'elle portait dans la guilde, fit Gaspode, qui avait rampé sous le lit. La ferme, ordonna Angois. Quoi? Fit Carotte. J'ai trouvé pour la chambre, enchaîna vite la jeune femme. Un gars du nom d'Édouard Delamore, dit Carotte en s'asseyant sur le lit. Les antiques ressorts protestèrent. Boing, boing, boing. Comment vous savez ça? Je crois que Delamore a volé le fusil. Je crois qu'il a tué Ribouledingue. Mais des assassins qui tuent sans se faire payer? C'est pire que les nains et leurs outils. C'est pire que les clowns et leur maquillage. Il paraît que Crucial est sans dessus-dessous. Il a envoyé des assassins à la recherche du gars dans toute la ville. Oh, bah, j'aimerais pas être dans les chaussures d'Édouard quand ils vont lui mettre la main dessus. Moi, je n'aimerais pas être dans ses chaussures en ce moment. Et je sais où elles sont, ces chaussures, voyez-vous. Elles sont sur ses pauvres pieds. Des pieds morts. Les assassins l'ont retrouvé alors? Non, quelqu'un d'autre. Et ensuite bourricot et détritus. Si je ne me trompe, il est mort depuis quelques jours. Vous voyez, ça ne peut pas être ça. Pourtant, j'ai essuyé le maquillage de Ribouledingue, je lui ai enlevé son nez rouge, et c'était bel et bien lui. Et la perruque était du bon roux. Il a dû se rendre directement chez Cogne-Jarret. Mais quelqu'un a tiré sur Détritus et a tué la jeune mendiante. Oui. Angois s'assit à côté de lui. Et ça ne pouvait pas être Édouard. Ah! Carotte défit son plastron et ôta sa cotte de maille. On cherche donc quelqu'un d'autre, un troisième homme. Mais on n'a aucun indice. Seulement que c'est un homme avec un fusil quelque part en ville, n'importe où, et je suis épuisée. Les ressorts lâchèrent un nouveau boing lorsque Carotte se releva et gagna en titubant le fauteuil à la table. Il s'y installa, tira à lui une feuille de papier, examina un crayon, le tailla sur son épée, et après un instant de réflexion, se mit à écrire. Angois l'observa en silence. Carotte portait un gilet de cuir à manches courtes sous sa cotte de maille. Une tache de vin marquait le haut de son bras gauche. Une tache de vin en forme de couronne. « Vous prenez des notes comme faisait le capitaine Vimer ?» demanda-t-elle au bout d'un moment. « Non. Vous faites quoi alors ? J'écris à papa et maman. »« Vraiment ? J'écris toujours à papa et maman, je leur ai promis. Et puis ça m'aide à réfléchir.
J'écris toujours des lettres chez moi quand je réfléchis. Et mon papa m'envoie de bons conseils. Il y avait une boîte en bois devant Carotte. Des lettres y étaient entassées. Le père de Carotte avait pour habitude de lui répondre au dos de ses lettres, car on se procurait difficilement du papier au fond d'une mine de nains. Quel genre de bons conseils? Sur le travail de la mine en général. Comment déplacer des rochers? Vous voyez, étayer, renforcer. On ne peut pas faire les choses à moitié, il faut les faire bien. Son crayon crissait sur le papier. La porte était encore entr'ouverte, mais on y cogna des coups timides qui disaient, dans une sorte de morse métaphorique, que le visiteur n'ignorait rien de la présence de Carotte dans sa chambre, en compagnie d'une femme en tenue légère, et qu'il s'efforçait de frapper sans se faire vraiment entendre. Le sergent Colomb toussa, d'une toux qui sentait le regard égrillard. « Oui, sergent, fit Carotte sans se retourner. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant, chef ? Envoyez-les patrouiller en escouade, sergent. Au moins un homme, un nain et un troll dans chaque. Oui, chef. Et ils vont faire quoi, chef? Tout le monde les verra, sergent. D'accord, chef. Chef? Il y a un volontaire là. C'est monsieur Lemorne, chef, de la rue de l'Orme. C'est un vampire, enfin, techniquement, mais il travaille aux abattoirs, alors c'est pas vraiment. Merci beaucoup et renvoyez-le chez lui, sergent. Colomb jeta un coup d'œil à Angois. Oui, chef. D'accord, fit-il avec réticence. Mais il pose pas de problème, c'est seulement qu'il lui faut des hémoglobins en plus dans son sac. Non. D'accord. Très bien. Je vais lui dire de s'en aller alors. Colomb referma la porte. Même les gonds eurent un regard égrillard. Il vous appelle chef, fit Angois. Vous avez remarqué? Je sais. C'est pas normal. Les gens devraient penser par eux-mêmes, c'est ce que dit le capitaine Vimer. L'ennui, c'est qu'ils confondent et ne pensent plus qu'à eux-mêmes quand on leur demande de le faire. Comment vous écrivez éventualité? Je ne l'écris pas. D'accord. Carotte ne se retournait toujours pas. La ville va maintenant rester calme d'ici l'aube, je crois. Les gens ont vu où était la raison. Non, c'est faux, se dit Angois dans l'intimité de son crâne. Ils t'ont vu toi. C'est comme de l'hypnotisme. Les gens vivent ta vision. Tu rêves, tout comme Gros Fido, seulement lui a rêvé un cauchemar et toi tu rêves pour tout le monde. Tu crois vraiment les gens foncièrement gentils. L'espace d'un instant, quand ils sont en ta présence, ils le croient tous aussi. Du dehors parvint le rythme de phalanges en marche. La troupe de détritus effectuait un autre tour. Ah bah, il faudra bien qu'ils l'apprennent tôt ou tard. Carotte? Vous savez, quand Bourricot, le troll et moi, on s'est engagés dans le guet, ben, vous savez pourquoi c'était nous trois, n'est-ce pas? Évidemment, des représentants des minorités, un troll, un nain, une femme. Ah. Angois hésita. C'était toujours le clair de lune dehors. Elle pouvait le mettre au courant, se précipiter en bas, se transformer et se retrouver loin de la ville au lever du jour. Pas d'autre solution. Elle était experte à fuir les villes. Ce n'est pas exactement ça, dit-elle. Vous voyez, la ville compte beaucoup de morts vivants, et le patricien a insisté pour. Embrasse-la, fit Gaspode sous le lit. Angois se figea. La figure de Carotte prit l'expression vaguement intriguée de celui dont les oreilles viennent d'entendre ce que le cerveau est programmé pour croire impossible. Il se mit à rougir. Gaspode, fit sèchement Angois en passant à la langue canine. Je sais ce que je fais, un homme, une femme, c'est le destin, répliqua Gaspode. Angois se leva. Carotte se leva également, si vite qu'il renversa son fauteuil. Il faut que j'y aille, dit-elle. Ne partez pas. Maintenant, t'as plus qu'à tendre la main, fit Gaspode. Ça ne marchera pas, songea Angois. Ça ne marche jamais. Les loups-garous doivent rester entre eux, ils sont les seuls à comprendre. Mais, d'un autre côté, vu qu'elle devrait de toute façon prendre la fuite, elle leva un doigt.
Un instant, dit-elle gaiement, et d'un mouvement vif, elle passa le bras sous le lit et en ramena Gaspard par la peau du cou. Vous avez besoin de moi, geignit le chien tandis qu'on le transportait vers la porte. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y connaît? Son idée de te donner du bon temps, c'est te montrer le colosse de Morpork. Repose-moi. La porte claqua. Angoisse s'appuya au battant. Ça va finir comme un pseudopolis à cuire, ma... Angoisse fit Carotte. Elle se retourna. Ne dites rien, conseilla-t-elle, et ça devrait bien se passer. Au bout d'un moment, les ressorts firent boing. Et peu après, le caporal Carotte sentit le disque-monde vaciller et le transporter très loin, sans même prendre la peine de s'arrêter pour résilier ses livraisons quotidiennes de pain et de journal. Le caporal Carotte se réveilla vers 4 heures du matin, cette heure secrète connue des seuls gens de la nuit, tels que les criminels, les policiers et autres inadaptés. Allongé sur sa moitié du lit étroit, il contempla le mur. Il avait trouvé la nuit franchement intéressante. Il avait des idées simples, mais il n'était pas bête et connaissait depuis toujours ce qu'on pourrait appeler la mécanique. Il s'était lié avec plusieurs jeunes femmes qu'il avait emmenées lors de promenades vivifiantes, admirer des ferronneries passionnantes et des bâtiments administratifs d'un grand intérêt, jusqu'à ce qu'elles se lassent inexplicablement. Il avait patrouillé assez souvent du côté de la fosse aux Catins. Madame Paluche et la guilde des couturières poussaient d'ailleurs le patricien à faire rebaptiser le secteur rue de l'affection négociable. Mais il n'avait jamais eu de contact direct avec elle, n'avait jamais été vraiment sûr, comme qui dirait, des rapports qu'ils pouvaient avoir ensemble. Il n'allait sans doute pas aborder cette question dans sa prochaine lettre à ses parents. Ils étaient déjà sûrement au courant. Il se glissa hors du lit. Il faisait dans sa chambre une chaleur étouffante à cause des rideaux tirés. Dans son dos, il entendit Angoisse rouler dans le creux qu'il avait laissé au matelas. Puis, à deux mains et avec beaucoup de vigueur, il ouvrit les rideaux et laissa entrer la clarté ronde et blanche de la pleine lune. Dans son dos, il crut entendre Angoisse soupirer dans son sommeil. Des orages éclataient au loin dans la plaine. Carotte voyait les éclairs suturer l'horizon et il sentait l'odeur de la pluie. Mais la ville baignait dans une fournaise stagnante, d'autant plus chaude à l'approche des orages. La tour de l'Art se dressait devant lui. Il la voyait tous les jours. Elle dominait la moitié de la ville. Dans son dos, le lit fit boing. « Je crois qu'il va y avoir, commença-t-il, puis il se retourna. Ce faisant, il ne vit pas le reflet de la lune sur du métal au sommet de la tour. Le sergent Colomb était assis sur le banc devant les locaux surchauffés du guet. Des coups de marteau retentissaient quelque part à l'intérieur. Bourriquot était arrivé 10 minutes plus tôt, armé d'un sac d'outils, de 2 casques et d'une mine résolue. Colomb ne savait fichtre rien de ce que fabriquait le petit démon. Il recompta, très lentement, cocha les noms sur son bloc. Pas de doute. L'effectif du guet approchait désormais les 20 agents. Les dépassait peut-être. Détritus ne se sentait plus. Il avait fait prêter serment à 2 nouveaux membres, un autre troll et un mannequin de bois récupéré devant la compagnie des habits chic paille-type. Note de bas de page. Et qui donna naissance, longtemps après la fin des événements rapportés ici, à une chanson populaire d'Ankh-Morpork, écrite pour flûte et fausse nasale. L'autre jour que je m'y promenais à Broadway dans le bas de la Grand-Rue, les recruteurs sont venus attraper les gens par les jambes en leur disant qu'ils allaient s'engager volontaires dans le guet s'ils ne voulaient pas se faire défoncer la tête de gouhouloug à coups de pied. Alors j'ai préféré passer par les rues de la Tarte aux Pêches et Holoferne, Tradéridera, etc. Cette chanson n'a jamais eu un grand succès. Si ça continuait, il pourrait rouvrir les anciens locaux du guet près de la porte principale, comme dans le temps. Il ne se souvenait pas quand le guet avait disposé de 20 hommes pour la dernière fois. L'idée avait paru bonne sur le moment, rien de tel pour calmer les esprits. Mais au matin, le patricien allait forcément l'apprendre,
et demandait à voir l'officier supérieur. Seulement, le sergent Colomb ne savait plus très bien qui était réellement l'officier supérieur actuel. Il devait s'agir du capitaine Vimer, ou, sans qu'il arrive à définir pourquoi, du caporal Carotte. Mais le capitaine était absent, et Carotte un simple caporal. Aussi Fred Colomb éprouvait-il une vive appréhension, car lorsque le seigneur Vétérini allait convoquer un responsable pour faire de l'ironie et lui poser des questions du genre « Et qui va payer leur salaire, je vous prie ?» ce serait bel et bien lui, Fred Colomb, qui se recouvrait dans l'anque jusqu'au cou. On manquait aussi de grades. Il n'en existait que 4 sous celui de sergent. Chicard montait sur ses grands chevaux dès qu'on parlait de nommer un nouveau caporal. La profession commençait donc à souffrir d'un certain embouteillage. Et puis quelques membres du guet s'étaient mis dans la tête qu'il fallait engager une demi-douzaine d'autres gardes pour gagner une promotion. Vu sa vitesse de recrutement, Détritus allait passer super généralissime en chef avant la fin du mois. Et le plus étrange, c'était que Carotte n'était toujours qu'un... Colomb leva la tête en entendant un tintement de verre brisé. Une forme dorée indistincte passa à travers une fenêtre à l'étage, atterrit dans le noir et s'enfuit avant qu'il puisse l'identifier. La porte du guet s'ouvrit à la volée et Carotte apparut, l'épée à la main. « Où il est passé ? Où il est passé ?»« Je sais pas, c'était quoi, merde ?» Carotte marqua un temps d'arrêt. Je suis pas sûr, dit-il. Carotte ? Sergent ? Je passerais des vêtements si j'étais toi, mon gars. Carotte continuait de fouiller du regard les ténèbres précédant l'aube. Je veux dire, je me suis retourné, il était là et... Il baissa les yeux sur l'épée dans sa main, comme s'il ne s'était pas aperçu qu'il la tenait. « Oh merde !» lâcha-t-il. Il repartit en courant dans sa chambre et empoigna sa culotte. Alors qu'il se démenait pour l'enfiler, il prit soudain conscience d'une pensée dans sa tête, claire comme de la glace. « T'es un con ou quoi ? T'as ramassé l'épée sans réfléchir, hein ? Tu t'es méchamment gouré. Maintenant elle s'est sauvée, tu la reverras plus. » Il se retourna. Un petit chien gris l'observait attentivement à la porte. Un choc pareil, elle est capable de ne plus se rechanger dans l'autre sens, disaient ses pensées. Qu'est-ce que ça peut faire qu'elle soit une louve-garou ? Ça ne te gênait pas, jusqu'à ce que tu le découvres. Pendant que j'y suis, si t'avais des biscuits sur toi, tu pourrais en faire profiter le petit chien à la porte. Mais à la réflexion, tes chances de trimballer un biscuit en ce moment sont très minces. Alors oublie d'avoir pensé ça. Merde alors, t'as vraiment tout gâché, pas vrai ? Songea Carotte. Ouah, ouah, dit le chien. Le front de Carotte se plissa. C'est toi, hein ? Fit-il en pointant son épée. Moi ? Les chiens, ça parle pas, se défendit aussitôt Gaspode. Écoute, je suis bien placé pour le savoir, j'en suis un. Tu me dis où elle est allée, tout de suite. Sinon... Ah ouais ? Écoute, fit Gaspode d'une voix sombre. La première chose que je me rappelle de ma vie, oui, la première chose, c'est qu'on m'a balancé à la flotte dans un sac, avec une brique. Moi. Je veux dire, je tenais à peine sur mes pattes et j'avais une oreille marrante, toute retournée, j'étais une peluche, quoi. Bon, d'accord, c'était l'anque. D'accord, j'ai pu regagner la rive à pattes, mais c'était que le début, et ça s'est pas vraiment arrangé après. Je veux dire, j'ai rejoint la rive dans le sac, en traînant la brique. Il m'a fallu 3 jours pour ronger la toile et en sortir. Vas-y, menace-moi. S'il te plaît, demanda Carotte. Gaspode se gratta l'oreille. Je pourrais peut-être suivre sa piste, dit-il. Suffit qu'on me donne, tu sais, le bon encouragement. Il agita les sourcils d'un air engageant. Si tu la retrouves, je te donne tout ce que tu veux, dit Carotte. Ouais, c'est ça. Si, d'accord. Ah oui, c'est bien joli ça, si. Et si j'étais payé d'avance ? T'as vu ses pattes, hein ? Complètement usées. Et cette truffe, elles sont pas toutes seules. C'est un instrument d'un réglage délicat. Si tu ne te mets pas à la chercher tout de suite, fit Carotte, je me chargerai moi-même de... Il hésita. Il n'avait jamais fait souffrir les animaux de toute sa vie. Je chargerai le caporal Chic de régler la question.
termina-t-il. J'aime ça, fit Gaspard d'un ton amer, la motivation. Il colla par terre sa truffe couverte de taches. C'était de la frime, de toute façon. L'odeur d'angoisse flottait dans l'atmosphère comme un arc-en-ciel. Tu parles vraiment fit Carotte. Gaspard roula des yeux. Évidemment que non, répondit-il. La silhouette avait atteint le sommet de la tour. Des lampes et des bougies étaient allumées par toute la ville étendue à ses pieds. 10 000 petites étoiles tombaient à terre, et il pouvait éteindre celles qui lui chantaient, comme ça, comme un dieu. C'était incroyable, sa perception du moindre son à cette hauteur, comme un dieu. Il entendait le hurlement des chiens, les voix des habitants. De temps en temps, il s'en trouvait une plus forte que les autres, qui s'élevait dans le ciel nocturne. Ça, c'était le pouvoir. Le pouvoir qu'il détenait en dessous, celui d'ordonner, fais ci, fais ça, c'était banalement humain, alors que là, il se sentait comme un dieu. Il mit le fusil en position, enclencha une série de 6 balles et visa une lumière au hasard, puis une autre, et encore une autre. Il n'aurait vraiment pas dû laisser cette arme tuer la jeune mendiante. Ce n'était pas prévu. Ce pauvre Édouard avait prévu, lui, d'abattre les chefs des guildes, pour commencer, de laisser la ville livrée à elle-même en plein chaos, puis d'aller voir son imbécile de candidat et lui dire « Vas-y, gouverne, c'est ton destin ». Ce mode de pensée, c'était une maladie qui ne datait pas d'hier. On l'attrapait au contact des couronnes et des histoires idiotes. On croyait qu'une combine comme retirer une épée d'un rocher tenait lieu de qualification pour monter sur le trône. Une épée d'un rocher. Le fusil était plus magique que ça tout de même. Il s'allongea, caressa le fusil et attendit. Le jour se leva. « J'ai rien touché », dit Frontaille, qui se retourna sur sa dalle. Détritus lui flanqua un coup de gourdin sur le crâne. « Debout là-dedans, soldats! Arrêtez, vous tâtez les houilles, et vous hâtez pour la patrouille. Encore une belle journée dans le guet. Agent Frontaille, debout, sale Minus !» 20 minutes plus tard, un sergent Colomb aux yeux chassieux passait les troupes en revue. Des troupes affaissées sur les bancs, en dehors de l'agent principal Détritus, assis tout droit, qui affichait un air de serviabilité réglementaire. « Bien, les gars, commença Colomb. Bon, comme vous autres, vous bien écoutez maintenant, tonna Détritus. Merci, agent principal Détritus, fit Colomb d'une voix lasse. Le capitaine Vimer se marie aujourd'hui. On va lui faire une garde d'honneur. C'est ce qu'on faisait toujours dans le temps quand un agent du guet se mariait. Alors je veux des casques et des plastrons qui brillent comme un sous-neuf. Et des cohortes reluisantes, pas une tache de saleté. Où est le caporal chic ? Clang fit la main de l'agent principal Détritus en rebondissant sur son nouveau casque. Pas vu depuis des heures, sergent, annonça-t-il. Colomb roula des yeux. Et certains d'entre vous vont... Où est l'agent Angois ? Clang. Personne la voit depuis hier soir, sergent. D'accord. On est venu à bout de la nuit et on viendra à bout de la journée. Le caporal Carotte a dit qu'on devait avoir l'air éveillé. Clang. Oui, sergent. Agent principal Détritus. Sergent ? C'est quoi ce que t'as sur la tête ? Clang. L'agent principal Bourricot fabriqué pour moi, sergent. Casque spécial à pensée mécanique. Bourricot toussa. Ces grosses pièces, c'est des ailettes de refroidissement, voyez ? Peintes en noir. J'ai fauché un moteur mécanique à mon cousin et ce ventilateur-là souffle de l'air sur... Il s'arrêta devant l'expression de Colomb. C'est là-dessus que t'as bossé toute la nuit, hein ? Oui, parce qu'à mon avis, le cerveau des trolls devient trop... Le sergent le fit taire d'un geste. Comme ça, on a un soldat mécanique, hein ? Dit Colomb. On est une vraie armée modèle. Réduit. Alors...
Gaspode était géographiquement perturbé. Il savait où il se trouvait, plus ou moins. Quelque part de l'autre côté des ombres, dans le lacis des bassins du port et des parcs à bestiaux. Il avait beau considérer l'ensemble de la ville comme sa propriété, ce n'était pas son territoire. Le secteur pullulait de rats presque aussi gros que lui. Il avait foncièrement une morphologie de terrier, et les rats d'Ankh-Morpork étaient assez intelligents pour la reconnaître. En outre, 2 chevaux lui avaient décoché des coups de pied, et une charrette faillit l'écraser. Et il avait perdu la piste. Angua était régulièrement revenu sur ses pas, avait emprunté les toits et traversé le fleuve à plusieurs reprises. Les loups-garous s'y entendaient d'instinct à déjouer les poursuites. Après tout, les survivants descendaient de ceux qui avaient réussi à distancer une populace en colère. Ceux qui se montraient moins malins que la populace n'avaient jamais de descendants, ni même de tombe. Plusieurs fois, la piste tourna court près d'un mur, ou d'une hutte basse de toit, et Gaspode dut décrire des cercles en clopinant jusqu'à ce qu'il la retrouve. Des pensées vagabondes tremblotèrent dans son cerveau canin schizophrène. « Un chien futé, héros du jour, marmonna-t-il. Tout le monde va dire « bon toutou ». Non, pas question, je le fais seulement parce qu'on m'a menacé. Un flair merveilleux. Je voulais pas. T'auras un os. Je suis qu'une épave sur l'océan de la vie, moi. Qui est le bon chien-chien ? La ferme. Le soleil poursuivait péniblement son ascension du ciel. En dessous, Gaspode poursuivait péniblement sa traque. Vilquin ouvrit les rideaux. Le soleil inonda la chambre. Vimer gémit et s'assit lentement dans ce qui restait de son lit. « Bon sang, mon vieux, marmonna-t-il, il est quelle heure pour vous ?»« Presque 9 heures du matin, monsieur, » répondit le maître d'hôtel. « 9 heures du matin ? Et c'est 1 heure pour se lever, ça ? Normalement, je ne me lève pas avant la fin de l'après-midi, quand le soleil commence lui à se coucher. »« Mais monsieur ne travaille plus, monsieur. » Vimer baissa les yeux sur l'enchevêtrement de draps et de couvertures. Il lui entourait les jambes et faisait des nœuds. Il se rappela alors le rêve. Il marchait dans la ville. Bah, il s'agissait peut-être moins d'un rêve que d'un souvenir. Après tout, il marchait en ville toutes les nuits. Une partie de lui-même était restée au guet. Une partie nouvelle apprenait la vie civile, mais une plus ancienne suivait un rythme différent, effectuait sa ronde au pas réglementaire. Les quartiers lui avaient paru à l'abandon, et il avait trouvé plus difficile d'y patrouiller que d'habitude. « Monsieur désire-t-il que je rase monsieur, ou monsieur s'en chargera-t-il lui-même ?»« Ça me rend nerveux quand on m'agite une lame sous le nez, » dit Vimer. « Mais si vous attelez le cheval à la voiture, je peux tenter de rejoindre l'autre bout de la salle de bain. »« Très amusant, monsieur. » Vimer prit encore un bain pour le seul plaisir de la nouveauté. Il avait conscience d'un bruit de fond général. La demeure bourdonnait d'activité en prévision de l'heure M. Dame Sibylle consacrait à son mariage toute l'attention qu'elle mettait normalement à éliminer une propension aux oreilles tombantes chez les dragons des marais. Une demi-douzaine de chefs s'affairaient en cuisine depuis 3 jours. Ils rôtissaient un bœuf entier et confectionnaient des plats étonnants avec des fruits rares. Jusqu'alors, l'idée que se faisait Sam Vimer d'un bon repas, c'était du foie sans bout de tuyau à dépasser partout. Ce qu'il avait connu de la grande cuisine se limitait à des morceaux de fromage sur des bâtonnets piqués dans un demi-pamplemousse. Il savait confusément que le futur marié ne devait pas voir l'épouse putative le matin du mariage, sans doute pour éviter qu'il prenne ses jambes à son cou. C'était fâcheux. Il aurait aimé parler à quelqu'un. S'il arrivait à parler à quelqu'un, peut-être y verrait-il plus clair. Il prit le rasoir et contempla dans le miroir le visage du capitaine Samuel Vimer. Colomb salua, puis regarda Carotte d'un air interrogateur. « Ça va, chef ? T'aurais besoin de dormir un peu, on dirait. » 10 heures se mirent à sonner, avec plus ou moins de bonheur, par toute la ville. Carotte s'éloigna de la fenêtre. « J'étais parti en inspection, dit-il. »
Déjà 3 recrues de plus ce matin, fit Colomb. Elles avaient demandé à s'engager dans l'armée de Monsieur Carotte. Le sergent en était quelque peu contrarié. Bien. Détritus leur donne une instruction vraiment de base, poursuivit Colomb. Et ça marche. Quand ils l'ont entendu leur brailler aux oreilles 1 heure durant, ils font tout ce qu'ils leur demandent. Je veux que tous les hommes disponibles montent sur les toits entre le palais et l'université, dit Carotte. Les assassins sont déjà là-haut, et les voleurs y ont aussi envoyé des gars à eux. Ce sont des voleurs et des assassins, pas nous. Veillez aussi à poster quelqu'un sur la tour de l'art. Chef ? Oui, sergent ? On a causé, les gars et moi, et ben... Oui. Ça nous éviterait pas mal d'ennuis si on allait voir les mages pour leur demander... Le capitaine Vimer a toujours refusé de recourir à la magie. Oui, mais... Pas de magie, sergent. Oui, chef. La garde d'honneur, c'est réglé ? Oui, chef. Ils ont les cohortes qui resplendissent de pourpre et d'or, chef. Vraiment ? Très important, chef. Des cohortes impeccables. Ça fout la pétoche à l'ennemi. Bien. Mais j'arrive pas à trouver le caporal chic, chef. C'est grave ? Ben, autant dire que la garde d'honneur sera un peu plus présentable, chef. Je l'ai envoyé faire une course précise. J'arrive pas à trouver l'agent en Gois non plus. Sergent ? Colomb rassembla ses forces. Dehors mouraient les derniers échos de cloches. Vous saviez, vous, qu'elle était une louve-garou ? Le capitaine Vimer l'a plus ou moins laissé entendre, chef. Comment ça ? Colomb fit un pas en arrière. Il a dit en gros, Fred, c'est un putain de loup-garou. Je les aime pas plus que vous, mais Vétérini a ordonné qu'on en engage un aussi. N'importe comment, un loup-garou, ça vaut encore mieux qu'un vampire ou qu'un zombie, point final. Ce qu'il a dit revenait à ça. Je vois. Navré, chef. On va déjà faire notre journée, Fred. C'est tout. Ading, 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 dong. On n'a même pas offert sa montre au capitaine, dit Carotte en sortant le cadeau de sa poche. Il a dû finir par se dire qu'on s'en fichait. Il comptait sûrement recevoir une montre. Je sais que c'est la tradition. On n'a pas chômé ces jours-ci, chef. De toute manière, on pourra la lui donner après le mariage. Carotte remit la montre dans son étui souple. J'imagine. Bon, on s'y met, sergent. Sous la ville, le caporal chic avançait péniblement dans le noir. Ses yeux s'étaient à présent habitués à l'obscurité. Il crevait d'envie de fumer, mais Carotte l'avait mis en garde. Fallait se contenter de prendre le sac, suivre la piste, ramener le corps, et se retenir de barboter le moindre bijou. Du monde entrait déjà à la queue leu-leu dans la grande salle de l'Université de l'Invisible. Vimer avait été ferme là-dessus. C'était la seule chose à laquelle il tenait. Il n'était pas exactement athée, parce que l'athéisme dénotait un instinct de survie déficient dans un monde fort de plusieurs milliers de divinités. Seulement, il ne les aimait pas beaucoup, les divinités, et ne voyait pas en quoi son mariage les concernait. Il avait refusé en bloc temples et églises, mais la grande salle rappelait suffisamment un lieu saint, condition qu'on estime toujours essentielle lors de telles cérémonies. Il n'est pas vraiment indispensable qu'un dieu y débarque, mais autant qu'il se sente chez lui, s'il lui en prend l'envie. Vimer s'y rendit tranquillement, de bonne heure, parce qu'il n'existe rien de plus inutile au monde qu'un futur marié juste avant le mariage. Des emmas interchangeables avaient pris possession de la maison. 2 huissiers se tenaient déjà de faction, prêts à demander aux invités de quel côté de la famille ils étaient. Et un grand nombre de mages de haut rang traînaient dans le coin. Ils étaient invités d'office à un mariage aussi mondain et bien sûr à la réception qui s'ensuivrait. Un seul bœuf rôti ne risquait pas de suffire. Malgré son aversion profonde de la magie, il aimait bien les mages, des gus qui ne faisaient pas d'histoire. Du moins, pas d'histoire qui le gênait lui. C'est vrai, il fracturait à l'occasion le continuum espace-temps ou entraînait la barque de la réalité trop près des eaux vives du chaos, mais il n'enfreignait jamais la loi qu'il représentait.
Bonjour, archichancelier, dit-il. L'archichancelier Mustrum Ridcule, chef suprême de tous les mages d'Ankh-Morpork chaque fois que ça les arrangeait, lui adressa un signe de tête joyeux. Bonjour, capitaine, fit-il. Je dois dire que c'est une belle journée pour sauter le pas. Ah ah ah, une belle journée pour sauter, gloussa l'économe avec un regard polisson. Oh merde, dit Ridcule. Le voilà reparti. Je le comprends pas, ce type-là. Quelqu'un a les pilules de grenouilles séchées ? Mustrum Ridcule, que Dame Nature destinait à vivre en plein air et massacrer allègrement tout ce qui tousse dans les fourrés, n'arrivait pas à comprendre pourquoi l'économe, que Dame Nature destinait à rester assis dans un petit bureau quelque part à additionner des chiffres, était si nerveux. Il avait essayé toutes sortes de remèdes pour le requinquer, comme il disait. Entre autres les farces, les courses à pied surprises au petit matin, lui sauter dessus de derrière une porte affublée du masque de Willy le vampire, afin, prétendait-il, de lui changer les idées. Le service proprement dit serait assuré par le doyen, qui en avait soigneusement préparé un. Il n'existait pas de mariage civil officiel à Ankh-Morpork, en dehors d'un vague « Ah alors, d'accord, si vous êtes vraiment obligé ». Il fit un signe de tête chaleureux à Vimer. « Il y aura de l'orgue, dit-il. On a astiqué notre instrument spécialement pour l'événement. »« Ah ah, notre instrument !» fit l'économe. « Et un instrument puissant, superbement monté !» Ridcule s'arrêta et appela du geste 2 étudiants mages. « Emmenez donc l'économe et couchez-le un moment, vous voulez bien ? J'ai l'impression qu'on lui a encore donné de la viande à manger. » Un sifflement se produisit à l'autre bout de la grande salle, suivi d'un couinement étranglé. Vimer fixa l'ensemble monstrueux des tuyaux d'orgue. « Faut 8 étudiants pour actionner les soufflets, » expliqua Ridcule sur fond de halètement asthmatique. « Il possède 3 claviers en plus de 100 registres, dont 12 marqués pour l'interrogation. »« Personne n'est capable d'en jouer, on dirait, » fit poliment Vimer. « Ah, là, on a eu un coup de bol. » Des notes tonitruèrent avec une telle puissance que les nerfs auditifs fermèrent boutique. Lorsqu'ils rouvrirent, ils parvinrent à reconnaître, non loin du seuil de douleur, les premières mesures, battues comme plâtre, de la marche nuptiale de Foudel, jouée de bon cœur par un enthousiaste qui découvrait que l'engin disposait, en plus des 3 claviers, de tout un éventail d'effets acoustiques spéciaux allant de flatulence à gloussement rigolo de poule. De temps en temps, un « ouk » admiratif émergeait de l'explosion sonore. Quelque part sous la table, Vimer hurla à Ridcule. « Incroyable ! Qui l'a fabriqué ?»« Je sais pas, mais il y a un nom sur le couvercle du clavier. B.S. Janson. » Après une plainte décrescendo et un ultime effet de vielle, le silence retomba. 20 minutes de pompage qu'il a fallu au gars pour remplir les coffres à air, dit Ridcule qui se releva en s'époussetant. Mollo sur le jeu Vox Dei, vous serez gentil. Ouk. L'archichancelier se retourna vers Vimer qui affichait la grimace cireuse prénuptiale de circonstance. La salle se remplissait sérieusement à présent. « Je suis pas expert en la matière, dit-il, mais vous avez l'alliance, hein ?»« Oui. »« Qui conduit la mariée ?»« Son oncle, Maison Close. Il est un peu gaga, mais elle a insisté. »« Et le garçon d'honneur ?»« Quoi ?»« Le garçon d'honneur, le témoin. Vous savez, il vous tend l'alliance et c'est lui qui épouse la mariée si vous vous sauvez, et ainsi de suite. » Le doyen a potassé la question. « Pas vrai, doyen ?»« Oh oui !» répondit le doyen qui avait passé toute la journée de la veille le nez dans le manuel de l'étiquette de Dame d'Erdre Charrette. Elle est obligée d'épouser quelqu'un une fois qu'elle est là. Pas question d'avoir des futurs mariés sans mari à paniquer partout. Ça mettrait la société en danger. J'ai complètement oublié le garçon d'honneur, fit Vimer. Le bibliothécaire, qui avait abandonné son orgue le temps qu'on lui redonne du souffle, s'anima soudain. Ouk ! Bon, allez m'en chercher un, dit Ridcule. Vous avez presque une demi-heure. C'est facile à trouver, vous croyez pas ? Ça pousse pas sur les arbres. Ouk ! Je vois pas à qui demander. Ouk ! Le bibliothécaire aimait bien tenir le rôle de garçon d'honneur.
On avait le droit d'embrasser les demoiselles d'honneur, qui, elles, n'avaient pas le droit de se sauver. Il fut franchement déçu en constatant que Vimer l'ignorait.